27 octobre 2021, en France. Il est 3h20 du matin. Karima dort quand son fils la secoue. « Maman, il y a quelqu'un dehors !» Elle tend l'oreille, un rire résonne dans la nuit, puis un claquement. Un pneu qui éclate. Elle envoie son fils et son mari à l'étage, s'approche de la porte, colle son œil au Judas. Dehors, seulement l'obscurité, mais elle le sent. Quelqu'un est là. Quelques minutes plus tard, une odeur lourde envahit la maison. Une fumée acide. Le bois craque et soudain, une lumière orange perce la nuit. Les flammes. Elle lèche déjà les vitres. Karima hurle et court à l'étage. Son fils, son mari, il faut sortir. Vite. Mais le feu se propage. Les murs vibrent. Les flammes avalent la maison. Quelqu'un a mis le feu chez eux. Alors, les questions se bousculent. Qui a fait ça? Pourquoi en pleine nuit? Un règlement de compte? Une vengeance? Vous saurez tout sur cette terrible nuit du 27 octobre. Toute la vérité sur ce que Karima a vécu. Le soir où tout a basculé pour elle. Le soir où un cauchemar est devenu réalité. Sa famille a-t-elle survécu aux flammes? Ce soir-là, il s'est produit un drame. Un drame où chaque détail semble pointer vers une vérité qu'on refuse de voir. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans StoryCube. Donc bonjour, moi c'est Karima, j'ai 44 ans, j'ai vécu un véritable traumatisme et aujourd'hui je viens vous raconter mon histoire. Donc au mois de février 2020, on s'installe dans une petite commune plutôt normale. Le problème c'est qu'on est arrivé avec le Covid. Donc il y a eu la phase Covid en mars 2020 qui s'est placée et donc du coup on est tous restés confinés. Donc la petite commune, finalement on n'a pas eu trop le temps de découvrir parce qu'en fait on était tous confinés et mes enfants étaient toujours scolarisés sur Toulouse. Donc il a fallu que je fasse, j'ai pas voulu les déscolariser de Toulouse pour pas justement les mettre en difficulté dans cette petite commune. Ils connaissaient personne, on arrive au mois de février, c'était compliqué. Et durant toute cette période, donc jusqu'à la rentrée de septembre, on est resté confinés. À partir de septembre, donc là, les choses reprennent leur cours. Mes enfants sont scolarisés sur Toulouse. Au début, c'est plutôt cordial, pas de souci particulier. Jusqu'au moment où ça commence à se gâter un petit peu avec une personne qui habite pas très loin de chez moi et qui en a après nous. Alors au départ, elle surveillait nos moindres faits et gestes. Au départ, c'était d'abord les voitures. Donc je précise que cette personne est déjà domiciliée dans le village. Ça fait déjà un certain temps. Elle a des enfants en bas âge qui ont à peu près le même âge que mes enfants. Et c'est quelqu'un au départ qui était vraiment très sympathique. Il n'y avait aucun souci. Après, vous savez, moi j'ai une règle d'or, je ne me mélange pas avec les gens. On reste éduqué, courtois, bonjour. Mais après, voilà, c'est le voisinage reste le voisinage, on les respecte. Mais après, pas plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette dame, en fait, je connaissais énormément de personnes sur Toulouse et venaient régulièrement me voir ou on allait régulièrement les voir. Et je pense que le fait de recevoir énormément de visites, ça ne lui a pas plu. Ce qui déplaisait à cette dame, c'est je pense qu'elle ne supportait pas qu'on soit visité régulièrement par des amis. Elle avait l'habitude de ne jamais recevoir et elle était tout le temps chez elle avec ses enfants et la sortie était presque limite chronométrée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on recevait des personnes, elle était constamment à nous surveiller. D'ailleurs, j'avais même quelques amis qui me l'avaient fait remarquer et qui m'avaient dit « Karima, c'est pas normal, c'est bizarre, à chaque fois qu'on est dehors ou qu'on vient te voir, elle est là. » Donc bon, moi je voulais pas de soucis, donc j'ai préféré rien lui dire et en fait le fait de ne pas dire, ça les pousse les gens à aller à se surpasser presque. Donc en fait cette dame, elle a commencé à s'en prendre à nos véhicules en nous disant oui, c'est pas normal, vous avez des véhicules, vous en avez 3, un qui est garé sur la place publique là-bas, il empêche le monsieur de sortir. Et vous avez vos 2 véhicules, donc on avait 2 places devant la maison. Il y avait une place qui était pour mon véhicule et une autre place qui était pour devant le garage. Donc finalement on garait nos 2 véhicules devant la maison. Et à ce moment-là, je lui dis, donc elle commence à s'en prendre au véhicule, donc on lui dit que non, il s'agit d'une place publique, que l'utilitaire de mon compagnon est sur une place publique. Et là, elle me dit non, il empêche tout le monde de sortir, etc. Donc on a quand même écrit à la mairie de ce village pour lui demander, entre guillemets, l'autorisation et surtout demander si le véhicule dérangeait. Et en fait, elle nous a donné son aval en nous disant qu'effectivement, c'était une place publique, qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait rester garé sur cette place sans aucun problème. Donc la discussion était close. Pour moi, j'avais pas besoin d'aller renchérir et lui expliquer. Voyant que ça n'avait pas fonctionné pour les véhicules, et bien là, elle s'en est pris à
à mon fils, qui a été sa cible, à elle et la personne avec qui elle vivait. Alors Noah était âgé de 6 ans, c'était un petit garçon jovial, il avait tout pour lui, quoi. Donc lui, il comprenait pas parce que c'était un fou du football. Donc c'est un petit garçon qui aime jouer et aime avoir des copains qui viennent à la maison. Donc il y avait un petit square au fond de cette résidence et régulièrement il allait jouer avec ses petits copains qu'il avait rencontrés dans le lotissement. Il jouait au foot, il jouait à cache-cache, il jouait à des jeux en fait de leur âge. Et bien sûr, on n'était jamais trop loin pour le surveiller. Donc moi, j'étais constamment devant la porte à le surveiller. Si c'était pas moi, c'était son père. Et un jour, on va faire des courses. C'était un matin. Et il me dit, je prends de l'argent dans ma tirelire pour m'acheter il s'achetait des bricoles avec son argent de poche. Donc je lui ai dit OK, et il avait ses pièces dans sa main. Et je lui ai dit juste le temps de récupérer un truc à la maison. Et je lui ai dit de m'attendre devant la voiture qui était juste devant la maison. Et je lui ai dit j'arrive. Sauf qu'à ce moment-là, son compagnon est sorti et lui a dit, il joue avec ses pièces. Je lui ai dit fais attention, tu vas les perdre. Et son compagnon lui dit tu vas écouter ta mère. Donc l'autre, le petit, ça l'a complètement... Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, quand elle te dit, tu ranges tes pièces, tu ranges tes pièces. T'es méchant, donc tout un tas des mots qui font mal, en fait. Je suis sortie à ce moment-là, je lui ai dit, tu parles à Noah? Il me dit, oui, parce qu'il t'écoute pas. Je lui ai dit, alors, déjà, tu lui parles pas. Si tu as quelque chose à lui demander ou à lui dire, c'est à moi que tu viens voir, t'as pas à le gronder. Enfin, je veux dire, t'as pas ce statut. Ça m'avait choquée dans le sens où il n'y avait pas de bêtises, en fait. Il n'avait rien fait, ce petit. Donc, il est rentré dans la voiture et c'est là où Noah a commencé à me dire qu'il vivait un véritable calvaire avec cette personne. Tous les jours, il était dans son jardin en train de l'insulter. Dès qu'il faisait, en fait, on lui apprenait à faire En fait, il aimait tellement le foot qu'on lui a acheté un big trampo qui faisait tout ça, là. Et en fait, il faisait ses réceptions de balles. Et dès qu'il était dans le trampo en train de... il lui a fait vivre la misère. Ça a été compliqué, jusqu'à qu'il ne veuille même plus sortir de la maison, en fait. Donc, pendant un moment, il ne voulait même plus sortir de la maison. Il nous a demandé, il avait une Switch, il était constamment sur sa Switch, il ne voulait plus du tout bouger de la maison, en fait. Ça a été compliqué. Les copains, ils venaient, ils ne les faisaient pas rentrer parce qu'il avait peur. Et quand ils étaient dehors, non, ça a été dur. Entre-temps, j'ai écrit, on a tenté de déménager à plusieurs reprises, parce que c'était plus possible de vivre à proximité de ces personnes-là. Et en fait, aucune solution nous a été apportée, vraiment aucune. Donc on a tout essayé et entre-temps je validais un diplôme que j'ai obtenu en juillet 2021 et je passais des entretiens notamment dans certaines villes de France pour rejoindre une grande entreprise. Et du coup j'étais contente parce que j'étais sur la première phase des entretiens, ça se passait très très bien. Il me restait la dernière phase, une présentation et donc c'était notre seul moyen en fait de quitter cette commune. L'entreprise à mon compagnon Jérôme ne serait pas du tout impacté parce qu'il aurait pu, maintenant c'est possible, il avait la possibilité de mettre quelqu'un dessus et de s'étendre ailleurs. Donc on avait vraiment tout calculé, sauf que le pire arrive en fait. Donc la dernière phase d'entretien, pour moi c'était début octobre, c'était l'avant-dernière, tout se passe bien. J'ai rendez-vous donc sur Bourges, je dois aller passer une phase d'entretien en centre Val-de-Loire et pour cela je vais m'acheter une chemise pour bien paraître. Les jours arrivaient, donc je voulais vraiment faire une bonne impression. Mais ce jour-là, j'ai eu un doute. Je me suis dit, tu peux pas aller faire des boutiques alors que ton fils va sortir dans une demi-heure, même si Jérôme allait le récupérer. Je me suis dit, je sais pas. Finalement, j'ai fait demi-tour. Au moment où je mettais du gasoil sur mon véhicule, je rencontre une voisine avec son fils. Ils étaient en moto. Une voisine qui avait rien à voir avec elle, mais disons qu'il y a eu des soucis avec elle. Et qui me dit « Karima, il faut que je te parle ». Donc je lui ai dit « oui ». Enfin, au début, je ne comprenais pas. Et elle me dit « il y a des rumeurs qui courent dans le village ». Et je lui dis « mais comment ça, quelle rumeur ?» Elle me dit « Noah. Noah, apparemment, c'est une terreur chez toi. Il se couche, il est 3 heures du matin, il n'écoute rien. » Et en fait, quand elle disait ça, je repensais à celui-là, là, en train de gronder Noah. Je comprenais d'où ça venait en fait. Il n'écoute rien, il t'écoute jamais, donc j'ai compris que ça venait d'eux. Donc du coup, je fais demi-tour et je préviens le papa de mon fils en disant finalement c'est moi qui vais récupérer Noah, dans l'espoir de croiser cette fameuse voisine qui est insupportable en fait. Et
Donc avec la chance que j'ai, je la croise. Elle était juste là, à l'écart, toujours en train de fumer sa cigarette devant l'école, à préciser, parce que pour moi, c'est des détails qui sont très importants en fait. Donc du coup, je vais la voir et je lui dis « Il faut que je te parle, bonjour ». Bon, déjà bonjour. « Il faut que je te parle ». Elle me dit « Oui ». Comme si de rien n'était, je lui dis « Écoute, il y a des rumeurs qui sortent, j'entends parler de Noah et j'aimerais savoir si tu es concernée par cela ». Elle me dit « Non, pas du tout ». Au départ, je lui dis parce que ça me paraissait bizarre, je lui dis « Tu es sûre ?» Elle me dit « Oui, je suis sûre, c'est pas moi qui ai dit, de toute façon, j'ai dit non parce que j'ai dit apparemment, d'après ce que tu dis, Noah se coucherait qu'à 3h du matin et pas avant. » Et elle me dit, non, j'ai pas dit 3h, j'ai dit 22h. Donc déjà, ça a tout foiré le fait qu'elle dise qu'en fait, elle a rien dit, mais en fait, elle a vraiment dit. J'ai dit, donc, tu confirmes bien que tu as dit. Elle me dit, oui, mais bon, c'est 22h. J'ai dit, Noah se couche jamais à 22h. Et c'est vrai en plus. Noah, il se couche à 21h. Et sa sœur, qui est au collège, maintenant au lycée, même encore au lycée, là, elle a 21h30. Donc, c'est pas possible. Je lui ai dit, Arrête de colporter des rumeurs dans le village parce que ça va finir avec une main courante. Ça. Elle me dit, et au moment où je parle, elle me dit tu devrais te méfier parce que toi ça sera ta main courante, mais nous ça sera pire. Et franchement, sincèrement, j'y ai pas cru au début, je me suis dit c'est pas possible. Mais alors, au moment des vacances de la Toussaint, donc le samedi des vacances de la Toussaint, je l'ai vue charger sa voiture. Elle avait un sourire et j'avais oublié, donc je devais aller faire les courses et je l'ai vue avec un sourire et son garage était... Non, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Cette voisine-là ne partait jamais en vacances. Ils ne partaient jamais en vacances. Les vacances d'été, ils étaient chez eux. Sauf que là, les vacances de la Toussaint, donc c'était le 23 octobre 2021, ce fameux samedi, elle charge sa voiture. Dans ma tête, je me suis dit, elle part en vacances. Pour une fois, moi je pensais à ses enfants, je me suis dit au moins ils vont pouvoir profiter. Et quand elle m'a vue, elle avait un sourire. Mais vous savez, c'est le genre de sourire qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est pas un sourire. Et je me souviens, j'avais dit à mon mari, je lui ai dit, elle est bizarre. Il me dit, mais non, mais n'importe quoi. J'ai dit, si, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Nous savons, comme on savait qu'elle était partie en vacances, on était plutôt soft. On était cool, c'était les vacances, quoi. Noah était super content. Et là, le 27 octobre 2021, c'est une date que j'oublierai jamais de ma vie. Et donc j'avais eu le 26 octobre, comme je préparais les entretiens, j'avais une réponse très très favorable. J'étais contente et il me restait la dernière étape que j'avais pratiquement réussi. Et donc pour fêter tout ça, on avait décidé de faire une soirée pyjama. Mon mari avait trop mal au dos, donc lui c'était pas possible de dormir sur des matelas en bas. Donc il est resté lui dans la chambre en haut et nous du coup on est resté en bas. Donc il est resté avec nous le temps de regarder le film. C'était un Marvel parce que ils en raffolent. Et ensuite il est monté se coucher. Et nous on s'est couché vers 22h. Sauf que vers 3h du matin, j'entends comme des petits bruits derrière la porte. Alors au début ça me réveille. Je vois ma fille qui était assise comme ça et je lui dis et en fait on s'est dit non, ça doit être des chats qui traînent. Sauf que la seconde fois, c'est Noah. Noah, en fait, il s'est levé. Mais je crois qu'il dormait parce qu'en fait, il est un peu somnambule. Il s'est levé et il me dit... Il avait la tête collée à moi et il me dit... je lui dis non, il était 3h20, un truc comme ça. Je lui dis recouche-toi. Et en fait, il s'est rendormi tout de suite. Donc c'est pour ça que je pense qu'il dormait dans son... En fait, il dormait debout, lui. Et il avait entendu du bruit, je lui ai dit non. Et sachant qu'on s'était déjà réveillé avec sa sœur une première fois, je lui ai dit non, c'est pas possible en fait. Et là, je me pose comme ça et j'entendais du bruit. Et là, je me suis dit, il y a du bruit. Et à ce moment-là, je lui ai fait... Donc, quand il a vu ma tête me lever, là, il va pour se rendormir, mais en fait, finalement, il ne s'est pas rendormi. Il s'est assis parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose. Et moi, encore pire, j'en rajoute une couche, je lui fais ça. Alors là, je crois que ça a été la peur de sa vie. Et lui, il a monté les étages. À ce moment-là, quand il a vu ça, il est parti rejoindre son père. Enfin, il est parti en courant à l'étage. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, il est parti rejoindre son père. J'approche au niveau de l'œil de bœuf. Et je vois que tous les véhicules sont... Enfin, on ne voit plus rien, tout est noir en fait. Parce que l'œil de bœuf avait été tagué. Donc ce qui se passe, c'est qu'on monte à l'étage. J'appelle en même temps la gendarmerie. Et je lui dis, ils sont derrière la porte. Je les entendais rigoler vraiment.
Et le gendarme au téléphone me dit vous inquiétez pas, l'alerte est envoyée, ils arrivent. Entre-temps, j'appelle ma voisine qui habite juste en face et je lui dis s'il te plaît, tu peux regarder par ta fenêtre. Elle voit mes véhicules devant ma maison en feu, les flammes qui se sont projetées sur la façade de la maison et l'autre utilitaire au fond en feu. Donc en fait, essentiellement, nos véhicules ciblés en feu. Donc là, elle se met à crier en me disant que tout était en feu. Donc elle, de son côté, appelle la gendarmerie. Son mari sort, réveille tous les voisins. Je rappelle la gendarmerie qui me disent « Vous inquiétez pas, ils arrivent ». Je monte à l'étage en courant. Donc du coup, elle me dit « Ne t'inquiète pas, je t'envoie… » Donc elle m'envoie ses enfants pour sortir Noah, Yasmine, enfin nous sortir de la maison. Et donc Noah, il hurlait ce jour-là. Il n'avait plus du tout le même visage, c'était terminé. Il hurlait. Yasmine est quelqu'un d'introverti, donc elle pleurait, mais en fait on comprenait pas ce qui se passait. Moi, franchement, même aujourd'hui là, j'ai la rage quand je repense à ça. Donc du coup, on a réussi à les faire sortir. J'ai attrapé Noah. En plus, les pneus, ils pétaient, donc ça fait des bruits, on dirait des bombes qui pètent. Donc on a descendu les escaliers. Et à ce moment-là, son fils est venu récupérer Nono. Yasmine est sortie avec eux. Moi, j'ai pas pu sortir. Je suis restée dans le jardin. Et Jérôme est resté avec moi dans le jardin. On n'a pas pu sortir. Et on est sorti une fois que les pompiers sont arrivés. Les flammes commençaient donc elles se sont répercutées sur la façade de la maison. Du coup, ça nous a empêchés de sortir par l'avant. On a été obligés de les sortir par derrière. Sauf qu'il y a un grillage. Moi, c'était même pas la peine. Sur le grillage, je me voyais pas du tout le passer. Et je pense que c'est la crise d'angoisse qui a fait que c'est même pas une. En fait, ouais, je sais pas. Je sais même pas si c'était une crise de peur ou. Je sais pas. Je pense que c'était vraiment nerveux. Du coup, je suis restée dans le jardin, au milieu, près du trampoline, à attendre. Et ils sont arrivés. Ils ont commencé à tout éteindre. Et le gendarme a ouvert le petit portillon et il nous a sortis une fois que tout était éteint. Et là. Je vois tout. Je vois tout ce qui se passe. Je vois que nos véhicules sont touchés. Enfin, tout. Le pire de tout, c'est que, en fait, dans une situation comme celle-là, vous vous retrouvez seul, en fait. Il n'y a personne avec vous. Il n'y a personne autour de vous. Vous êtes seul avec votre mal-être. Donc le gendarme avait mis 30 minutes. Ils avaient mis 30 minutes, un peu plus de 30 minutes pour venir. Et Noah, quand il les a vus, il était, on aurait dit, comme un... Vous savez, quand vous êtes petit et que vous voyez, enfin, nous, quand on était petits, qu'on voyait des gendarmes, on s'est dit, c'est des forces de l'ordre. C'est vraiment un tempérament que jamais de la vie on pourra avoir, nous, parce que c'est pas possible. Mais alors, et Noah, je pense que dans sa tête, c'était ça. C'était vraiment genre le chevalier qui débarque. Il est parti le voir et il lui a dit, il va pour lui dire quelque chose. Et à ce moment-là, il lui met, je pense, le tir du siècle en lui disant, tu restes à côté de ta mère. Donc le petit, ça l'a complètement déboussolé et il est resté à côté de moi. Et moi, j'en ai rajouté une couche parce que je pensais que vraiment, je voulais pas qu'il vienne empiéter l'enquête. Il était petit, donc je me suis dit, ils sont peut-être avec l'excitation. Alors je lui ai dit, non, Noah, il faut que tu restes à côté de moi parce que là, ils sont en train de travailler. Et du coup, en fait, ça l'a bloqué parce que plus tard, quelques temps après, on a appris, on a compris qu'en fait Noah avait été le témoin principal de cet incendie et qu'en fait ce qu'il a vu, le fait d'avoir été bloqué, ça l'a complètement hanté en fait. Et vous savez, c'est mon plus gros regret parce qu'aujourd'hui, il a 10 ans, il va bien, il va mieux et ça l'a anéanti. Ça l'a anéanti surtout et à partir de là, ouais. Alors Noah a vu qui a fait ça. Il a vu combien ils étaient, il a donné des indications très très précises. En fait, il a été, au moment de l'incendie, quand il est monté, que je me suis mise à aller vérifier derrière la porte, il est monté directement, mais il est monté dans la chambre de sa sœur, parce qu'on avait des volets de type persienne en fait. Et derrière les volets de type persienne, je les ai filmés, on voit très bien ce qu'on voit derrière en fait. On voit très bien la rue, donc il a pu voir des choses. Et en fait, moi j'étais persuadée qu'il était avec son père. Je pensais pas qu'il était en train de regarder derrière les volets. J'étais loin de m'imaginer tout ça. Ouais, ça a été dur pour lui, ça a été dur au point même J'oublierai jamais cette phrase quand il m'a dit « Tu sais maman, je vais tout raconter à Dieu ». Mais je me suis dit, mais comment dans une petite tête de 6 ans, on peut se permettre de dire des trucs comme ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est là où
il nous a tout expliqué. Il nous a expliqué qui l'a vu, combien ils étaient, comment ils étaient habillés, tout dans les moindres détails. Donc on sait qui c'est, sauf que l'affaire est classée sans suite 4 mois après. J'avais appelé le gendarme quand on a su que l'affaire avait... En fait, on a reçu... C'est même pas la gendarmerie qui nous a appelé pour nous dire que l'affaire avait été classée sans suite, ni le parquet, c'est... On a eu une notification via l'application ImpôtGouv là, et en fait sur la notification il disait que l'affaire avait été classée sans suite, 4 mois. Donc là j'appelle la gendarmerie, mais j'appelle une autre gendarmerie parce que je voulais vraiment pas tomber sur lui. Et je tombe sur ce gendarme et je lui dis ouais. L'affaire a été classée sans... Oui, l'affaire a été classée sans suite. Il me dit, j'ai pas trouvé d'éléments, c'est classé sans suite. Donc je lui dis, et ça avait pas l'air de l'inquiéter. Et à la fin, il me dit, vous savez où ils sont? Et il raccroche. Il faut savoir une chose, c'est que cette dame-là, juste un mois après les faits d'incendie, elle a déménagé. Ils n'avaient pas l'intention de déménager, ils ont déménagé sans problème. Un mois après, elle a pris ses enfants, ils ont déménagé. Et le soir de l'incendie, quand on est sorti devant la maison, j'avais dit aux gendarmes, contactez la brigade de l'endroit où ils étaient, juste pour qu'ils aillent vérifier qu'ils soient bien là-bas. Elle ne l'a pas fait. Donc c'est des petits détails en fait qui vous laissent penser certaines choses. À partir de là, dès qu'elle a été classée sans suite, ça a été terminé. Alors, je me suis battue comme une malade pour relancer cette affaire. Mais comme une malade. On a été des enquêteurs avec son père, on a scruté leur moindre Facebook, leur moindre réseau. J'avais pas de réseau, j'avais coupé Facebook, j'étais plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis créé un compte. Mais j'ai jamais travaillé comme ça de toute ma vie, je crois. Et on a récupéré tout ce qu'il fallait qu'on récupère. On a relancé, on a écrit, j'ai écrit partout. J'ai été même jusqu'à écrire au président. Mais j'ai écrit partout, à la gendarmerie, partout, au commandant-chef, à tout le monde. Le 27 octobre 2024, c'est rigolo, c'est le 26 octobre 2024, on reçoit un coup de fil de l'OPJ pour nous informer qu'en fait l'affaire est réouverte parce qu'entre-temps on se constitue partie civile et on porte plainte, on saisit le juge d'instruction. Et donc le 26 octobre 2024, on reçoit un coup de fil de l'OPJ qui nous dit que les enfants vont être interrogés et ils sont convoqués le 27 octobre 2024 à 14h30, la même heure à laquelle on a été, nous, convoqués pour l'audition. Alors c'était impressionnant parce que donc Noah, il a fallu lui faire revivre tout ce qu'il a vécu en fait. Et capter l'attention d'un petit comme ça, c'est compliqué. Il a bien parlé. Normalement, des auditions pour enfants, c'est une vingtaine de minutes. Lui, ça a duré un peu longtemps. Mais je suis fière de lui parce qu'il a vraiment tout dit. Par contre, ce jour-là, c'est Yasmine qui m'a surtout marquée. Parce que elle est mignonne, elle a 15 ans. Elle avait 15 ans à ce moment-là, quand elle s'est faite interroger au mois d'octobre, là. Donc, puis elle a pris cette expérience vraiment au sérieux, donc elle a commencé vraiment à témoigner, à apporter les éléments, tout ce qu'il fallait. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à un moment donné, l'OPJ, elle lui dit tu te souviens parce que Yasmine a été victime d'harcèlement scolaire, ça a été très compliqué juste après l'incendie, ils s'en sont pris à elle. Donc elle lui dit oui, Yasmine, par rapport à l'harcèlement, donc on revient sur ce côté-là. Et Yasmine, son visage s'est figé. Elle a commencé comme si elle craignait quelque chose et elle lui dit tu te souviens de tout ça? Elle lui fait oui. Elle lui dit tu sais qu'ils ont avoué. Et Yasmine, son visage, elle avait les larmes aux yeux en fait. En fait, je reviens sur ça, c'est très important pour moi parce que c'est juste pour vous dire qu'en fait, on n'a jamais su que ces élèves-là avaient avoué. On l'a appris le jour de l'audition. On ne savait pas qu'elles avaient... c'est-à-dire qu'on porte plainte et qu'on n'a même pas la possibilité d'être informé de ce qui se passe après en fait. On a porté plainte pour harcèlement, on n'a jamais eu la suite. Et ce jour-là, on apprend en fait qu'elles ont avoué. Alors, par rapport à tout ça, l'enquête va se terminer bientôt. Le problème, c'est que c'est une instruction, on est au courant de rien, on sait rien. Je ne sais même pas combien de personnes ont été interrogées. Je pense qu'ils ont dû être interrogés, c'est sûr. Le seul souci, c'est qu'il y a 3 ans qui se sont écoulés entre les faits initial et la réouverture de l'affaire. Il y a eu 3 ans. Ce soir-là, le gendarme, plutôt que de laisser les voitures devant notre maison pour les faire expertiser, il les a vite fait enlever. Donc, je sais pas ce que va donner
cette fin d'enquête. Je me dis juste une chose, la seule chose sur laquelle je me réconforte, c'est que je me dis que leurs noms sont dorénavant maintenant instruits quelque part. Ils sont inscrits et qu'à un moment donné, s'ils bougent ou qu'ils recommencent quoi que ce soit, ça ressortira, c'est sûr. Je ne sais pas comment va statuer le juge. J'ai écrit un livre, effectivement. Je me suis positionnée, ça a été une petite reconstruction personnelle, l'écriture, parce qu'en fait, le fait d'écrire un livre, ça vous permet de ressortir toute la rage que vous avez. Et surtout, cette phrase-là, que Noah me disait « je vais tout raconter à Dieu », en fait, j'ai repris cette phrase et je l'ai marquée sur un livre pour lui dire, en fait, tu sais Noah, moi aussi, j'ai tout raconté pour que tu n'aies pas à le raconter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes que je côtoie, ont à un moment donné été touchées par une injustice. Ça, c'est sûr et certain et ça touchera tout le monde, ça peut arriver. Mais après, il y a la réparation de cette injustice. Les gens confondent, quand vous entamez un aspect judiciaire, eux, ils pensent au côté financier. Mais en fait, ce n'est pas du tout le côté financier, c'est le côté personnel et mental, en fait. C'est ça que vous avez envie de réparer. Vous n'avez pas envie de réparer le côté financier. Vous vous en foutez des indemnités financières. Ce que vous voulez réparer, c'est vous dire dans votre tête qu'en fait, il y a quelqu'un au moins qui a pris la peine de vous écouter et qui a pris la peine de faire son taf. C'est juste ça. Parce que la justice, elle repose sur des êtres humains, des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde, en fait. Sauf que est-ce qu'on est à la hauteur d'une justice correcte? C'est ça le problème. Donc effectivement, j'ai écrit ce livre qui me tient beaucoup à cœur. Il fait 84 pages. C'est pas un livre qui raconte toute ma vie, c'est un livre qui raconte ce passage, qui raconte aussi également comment on a fait pour soigner Noah, vers quoi on est passé. On est passé aussi par la neuropsychiatrie. Il y a eu un programme, c'est un programme très très intéressant que des psychiatres ont mis en place pour pouvoir soigner le traumatisme par le traumatisme. Donc c'est un livre qui est très intéressant et enrichissant. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation et qui ne connaissent même pas, personne ne peut les orienter. Donc je pense que c'est un livre qui pourra aider. Il y a aussi le fait que quand vous avez très peu de finances, vous avez, pour obtenir justice, malheureusement, vous êtes obligé de faire appel à des avocats. Si vous n'avez pas au préalable pris une protection juridique, c'est tout pour vous. Nous, on n'avait pas pris de protection juridique parce qu'on ne se serait jamais imaginé un jour vivre une situation comme celle-là. Aujourd'hui, j'encourage vraiment les gens à prendre une protection juridique. Ça coûte 80 € par an. C'est 8 € max par mois, 12 même, mais ça vaut le coup. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et franchement, on en a fait des avocats. Je parle même d'un avocat qui nous avait demandé pas mal. On a laissé tomber et en fait, la vie, elle nous a mis sur notre chemin une avocate qui aura mon respect pour tout le reste de ma vie. C'est une femme c'est une jeune femme qui aujourd'hui représente tellement bien la justice et ces gens-là, ils ont besoin d'être mis en lumière. C'est des gens que vous voyez jamais. On n'a jamais parlé argent. Elle a écouté notre histoire et elle nous a aidés. Et c'est ça que je retiens. Donc ce livre, il parle de tout ça. Il parle de comment on a fait pour lutter contre le harcèlement de Yasmine. Ça a été une vraie galère. Des fois, quand j'y repense, je me dis mais je vois pas comment j'ai réussi à pouvoir éteindre tout ça. Mais en fait, c'est un combat au quotidien. Donc tous ces petits combats, dans ce gros combat, ça a été une lutte. Une lutte. Alors ce livre est disponible, donc l'éditeur c'est le Lys Bleu. Et il est disponible sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura, etc. C'est un petit livre qui raconte un petit parcours de ma vie, le début avec le papa de mes enfants et le combat au quotidien contre les injustices.